sera naturellement un peu plus classique, mais c'est pour rappeler un peu la bonne prescription des antibiotiques en général. Merci. Comme vous le savez, il y a un peu plus de 80 ans, et c'était principalement pendant la Deuxième Guerre mondiale, la pénicilline a été développée, utilisée de plus en plus, et nous pouvions lire dans les journaux à cette époque que merci, grâce à la pénicilline, les soldats blessés qui mouraient d'infection pouvaient rentrer sains chez eux. Et 80 ans plus tard, Newsweek publiait les antibiotiques, la fin du remède miracle. Et pourquoi? Eh bien, parce que actuellement, la résistance aux antibiotiques est vraiment un problème de santé générale. Et l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, dit même que la résistance aux antibiotiques est une des plus grandes menaces pour la santé dans le monde dans ces prochaines années. Et même chaque année, comme vous le voyez, il y a environ 700 000 personnes qui meurent dues à des infections pour lesquelles on ne trouve pas d'antibiotiques pour les traiter à cause de la résistance. Alors, la sélection des souches résistantes de bactéries, il faut savoir qu'elle est directement proportionnelle à la consommation d'antibiotiques. Et sur la gauche du schéma, et c'est dans des pays où il y a un rapport assez précis de l'utilisation des antibiotiques et de la résistance, on voit une association directe entre les pays qui consomment le plus d'antibiotiques et les pays où il y a la plus haute résistance aux antibiotiques. Et il y a vraiment une corrélation entre les deux. Alors, comment se fait en fait cette résistance? Eh bien, il faut savoir que dans notre microbiome, chacun d'entre nous a déjà des bactéries qui sont résistantes. Et quand on va prendre un antibiotique, eh bien, on va tuer toutes celles qui sont sensibles et celles qui sont résistantes vont avoir une sorte de facilitation, un pouvoir de prospérer que n'ont pas les autres. Et c'est comme ça que notre microbiote va devenir contaminé et colonisé de plus en plus avec des souches résistantes. Ceci n'est pas le fait que de l'Europe. J'ai essayé de trouver quelques données au Maroc. Et vous voyez qu'entre 2003 et 2013, la quantité d'antibiotiques au Maroc, de façon générale, qui est donnée en quantité de doses par jour, par habitant, elle a augmenté de plus de 41% au Maroc. Et puis également, lorsqu'on regarde la pénicilline à large spectre, c'est-à-dire l'amoxiclave, ça a augmenté de plus de 60% même sur cette même période. Donc également chez vous, la consommation en antibiotiques augmente chaque année de façon considérable. Et lorsqu'on regarde le taux de résistance des Escherichia coli à l'amoxicilline acide clavulanique, elle est de plus de 50% à l'hôpital militaire de Rabat, et c'était en 2015, donc j'imagine qu'elle est encore plus élevée maintenant. Plus de 60% également dans un autre hôpital de Rabat, 55% à l'hôpital militaire de Marrakech et 67% au CHU de Fès. Donc vous voyez déjà que des bactéries qui autrefois étaient sensibles, maintenant en grande majorité, sont devenues résistantes. Alors, la situation peut-elle changer? La réponse est clairement oui. Vous voyez de nouveau ici, en Europe, entre des pays où il y avait plus de 32% de résistance, c'était le plus haut, et 8,9% pour les moins bas, après avoir eu des campagnes, vous vous souvenez peut-être, les antibiotiques, ce n'est pas automatique, ou d'autres slogans, et même chez vous au Maroc, en bas à droite, IM Alliance actuellement va commencer toute une campagne sur la résistance aux antibiotiques et comment combattre cette résistance. Eh bien, vous voyez qu'on peut changer. Il y a eu en Europe, après ces campagnes, moins 25% de résistance ou de consommation d'antibiotiques en 3 ans. Donc, la réponse est oui, c'est possible d'inverser cette tendance. Mais il faut faire attention parce que, ici, ce sont des données suisses. Vous voyez que près de 40% de la consommation d'antibiotiques générale se fait en médecine vétérinaire et pas en médecine humaine. Et il est clair que les bactéries de l'animal peuvent se transmettre également à l'humain et être une source également de résistance. Donc, quand on dit diminuer la consommation des antibiotiques, c'est certes en médecine humaine, mais nous devons insister aussi auprès de nos autorités de santé d'agir auprès de l'élevage. Donc, si on veut retourner à des fondamentaux, je crois qu'il faut se rappeler que l'antibiotique doit nuire aux micro-organismes sans affecter l'autre. Et les principes généraux sont les suivants.
Les antibiotiques, je le répète, sont efficaces contre les bactéries et pas contre les virus. Il faut faire comprendre ça aussi aux parents. Les antibiotiques ne sont pas des antipyrétiques. On ne traite pas de la fièvre par des antibiotiques. Et ne sont pas des calmants pour des docteurs. Parce que vous le savez tous, si on a prescrit un antibiotique et que l'enfant continue à être fébrile, les parents perdent confiance et souvent on ne sait plus quoi répondre. Et finalement, l'utilisation des antimicrobiens doit être basée sur des faits et pas sur le hasard ou sur des préjugés ou sur la pression parentale. Nous devons être capables de résister à la pression des parents qui vont demander ces médicaments. Deuxième principe général, le mauvais emploi des antibiotiques amène invariablement au développement de microbes résistants, ça vous le savez. Et de façon générale, si vous devez quand même prescrire des antibiotiques, il est préférable d'utiliser des hautes doses pendant une courte période plutôt que de petites concentrations sur une longue période. Lorsqu'on fait de la prophylaxie, il n'y a rien de tel pour sélectionner les bactéries résistantes. Donc, l'approche rationnelle veut que la majorité des infections des voies respiratoires sont d'origine virale. De nouveau, c'est important de le rappeler également auprès des parents, qu'il faut appliquer des critères stricts pour donner des antibiotiques et vraiment toujours peser le bénéfice d'une prescription et systématiquement en parler avec le patient et sa famille. Alors, lorsqu'on regarde quelle est la consommation principale des antibiotiques chez l'adulte ou chez les enfants, vous voyez que chez les adultes, eh bien, ils sont utilisés beaucoup pour des infections digestives, des infections urinaires, des infections respiratoires, alors que chez l'enfant, la colonne qui domine vraiment largement, ce sont pour les infections respiratoires hautes. Donc, si on veut déjà agir rapidement, il faut qu'on se concentre sur les infections respiratoires hautes qui sont la première cause de consommation d'antibiotiques chez les enfants. Quand on parle d'infections respiratoires hautes, vient tout de suite naturellement en tête l'otite moyenne aiguë, qui est une cause très fréquente donc de prescription d'antibiotiques. De nouveau là, il faut se rappeler quels sont les signes cliniques. C'est vraiment le bombement de la membrane tympanique et puis une otorée en l'absence d'otite externe. Et là, je vais vous montrer, est-ce que vraiment l'antibiotique est utile dans l'otite moyenne? Et pour cela, je vais reprendre une méta-analyse qui avait été publiée dans la revue Cochrane, qui reprend 13 études randomisées contrôlées, plus de 3400 enfants. Certains utilisaient des antibiotiques en première intention et d'autres utilisaient un placebo en première intention. Et là, ils ont regardé, est-ce que l'antibiotique va diminuer la douleur de l'enfant dans les premiers jours? Eh bien, vous voyez, alors c'est peut-être un tout petit peu chargé, mais ça nous montre que la douleur à 24 heures n'est pas du tout modifiée qu'on prenne un placebo ou un antibiotique. La douleur à 3 jours également est effectivement peut-être un peu plus soulagée lorsqu'on prend des antibiotiques, mais il faut traiter 20 enfants avec un antibiotique pour qu'un dise « j'ai un peu moins mal à l'oreille ». Est-ce qu'à 5 à 7 jours, la douleur est plus faible si on est traité par antibiotique? Effectivement, elle est un peu plus faible, mais là, de nouveau, 16 enfants doivent être traités par antibiotique pour qu'un dise « j'ai un peu moins mal » que si on compare avec le placebo. Et puis, dans l'autre colonne, est-ce qu'on a des tympanostomies tympanométrie qui serait améliorée si on prend un antibiotique? Eh bien, effectivement, c'est un tout petit peu le cas à 2 à 4 semaines, donc 1 mois après la prise, mais de nouveau, de façon relativement faible. Et puis, si on prend à 3 mois, la tympanométrie est absolument identique chez ceux qui avaient pris un placebo de ceux qui avaient pris un antibiotique. En revanche, les effets secondaires que sont les vomissements et les diarrhées étaient significativement plus élevés chez les enfants qui avaient reçu un antibiotique. Est-ce que les antibiotiques vont diminuer la perforation tympanique? Eh bien, vous voyez que effectivement, ça peut diminuer un tout petit peu le risque de perforation, mais de nouveau, il faut traiter 33 enfants par antibiotique pour qu'un évite une perforation. Et puis, la récidive, en revanche, la récidive d'otite moyenne n'est pas du tout prévenue par le traitement antibiotique. Également, cette étude a montré que les complications sévères étaient rares et qu'il n'y avait pas de différence entre traitement antibiotique et placebo. Donc, l'étude concluait que les effets les plus évidents des antibiotiques étaient chez les enfants âgés de moins de 2 ans, avec une otite moyenne bilatérale, et ceux avec une otite moyenne et une otorée, c'est-à-dire déjà une perforation tympanique. Et c'est donc
Je vais avancer, mais c'est un peu ce que j'ai dit, c'est que les antibiotiques donc, ont peu d'impact sur les douleurs, un effet très modeste sur les risques de perforation et sur une tympanométrie anormale à moyen terme ou sur la prévention des complications. Donc les conseils sont plutôt sur une bonne ontalgie qu'il faut donner et une approche observationnelle semble justifiée chez la plupart des enfants. Et donc dans de nombreux pays, et là je vais vous montrer quelles sont les recommandations en Suisse, mais c'est les mêmes qu'on trouve en France ou aux États-Unis, si l'enfant a plus de 2 ans, eh bien on fait vraiment une analgésie pendant les premières 48 heures. Et puis si là il y a une persistance des symptômes ou une péjoration de l'état général, alors on peut donner une antibiothérapie en deuxième intention. Si l'enfant a moins de 2 ans, on peut se permettre également une ontalgie et un contrôle à 24 heures si c'est possible. Et puis, si alors il y a une persistance des symptômes ou une atteinte de l'état général, ou alors dès chez les enfants de moins de 2 ans tout de suite une otite moyenne bilatérale, ou que l'enfant n'a plus qu'une seule oreille fonctionnelle ou un déficit immunitaire, dans ce cas-là, il est justifié de commencer une antibiothérapie en première intention. Alors, quel est le traitement? Eh bien, vous avez la chance ici au Maroc, sous le leadership de M. Mohamed Bouskraoui, professeur Bouskraoui, d'avoir le guide d'antibiothérapie pratique qui vous dit exactement et de façon très précise quel est l'antibiotique à donner. Alors, vous voyez, rhinopharyngite seul, pas d'antibiotique. Otite congestive, pas d'antibiotique en première intention. Otite séreuse, pas d'antibiotique. Et s'il y a otite avec otorée, eh bien là, on peut distinguer. Si on pense que ça peut être un streptoa, qu'on fait un TDR, on traitera avec de l'amoxicilline simple à faible dose. Si on n'a pas fait le TDR, avec de l'amoxicilline à haute concentration, 80 à 100 mg en 2 prises par jour. Même chose, si il s'agit d'une otite moyenne purulente, eh bien dans ce cas-là, je ne vais pas revenir en détail, on perdrait trop de temps, mais vous avez toutes vraiment ces recommandations de traitement dans cette excellente brochure qui a été publiée chez vous. Et puis également, s'il y a un échec de traitement, alors quel serait le traitement en deuxième intention? Eh bien, si on était à de l'amoxicilline simple, dans ce cas-là, on peut suspecter peut-être un hémophilus résistant ou une autre bactérie, donc on passera plutôt à de l'amoxicilline acide clavulanique. Si on était déjà à de l'amoxiclave, dans ce cas-là, on peut donner en intramusculaire ou intraveineux de la ceftriaxone, une dose par jour pendant 3 jours. Il y a par ailleurs, comme il est bien décrit aussi dans cet ouvrage, aucune indication à la prophylaxie des otites moyennes récidivantes. La prophylaxie ne sert à rien. Au pire, ça peut que sélectionner des bactéries résistantes. Et puis plutôt proposer une tymplanoplastie, la pose de Diabolo, si l'otite moyenne est récurrente, c'est-à-dire plus de 3 épisodes en 6 mois ou plus de 4 épisodes en une année. La deuxième pathologie pour laquelle on prescrit très souvent des antibiotiques, c'est la pharyngite aiguë. Et pendant très longtemps, basée uniquement sur des signes cliniques de pharyngite, de gonflement des amygdales, eh bien on prescrivait l'antibiotique. Eh bien maintenant, il faut savoir que la présence du streptoa, même chez un enfant qui est symptomatique, elle n'est pas supérieure à 15% des cas. Donc, il est important de stratifier un tout petit peu ces pharyngites aiguës en utilisant les scores cliniques. Il existe le score de Makisak ou bien le Santor score qui permet de sélectionner déjà les patients et d'augmenter la probabilité qu'il s'agisse d'un streptoa. Et puis, il faut savoir que simplement, uniquement ces signes cliniques, au maximum, la sensibilité sera de 50%. C'est-à-dire que même avec ces signes cliniques, c'est hop, jeter une pièce, oui ou non, on n'en saura pas plus. C'est pour ça qu'il est absolument indispensable que si les signes cliniques sont présents, à savoir qu'il existe un exsudat ou un œdème tonsillaire, de la fièvre, une adénopathie cervicale antérieure, un âge également entre 5 et 15 ans et une absence de toux, ce sont ces signes qui sont en faveur d'un strepto du groupe A. Et dans ces situations-là, il faut faire un TDR, un test de diagnostic rapide, et uniquement s'il est positif, on donnera de la pénicilline. En revanche, les signes qui vont contre une streptocoque du groupe A, c'est une toux, une congestion nasale, une conjonctivite, une voix rauque, des diarrhées, des lésions ulcératives de la gorge,
ou bien un âge de moins de 3 ans. Et si on a tous ces signes-là, eh bien, c'est vraiment des signes en défaveur. Il n'est même pas besoin de faire un TDR. On n'a même pas besoin de traiter les enfants par antibiotiques. À nouveau là, quels sont les traitements recommandés pour une pharyngite à streptocoque, donc à TDR positif, TDR négatif, pas d'antibiotiques, TDR positif, à nouveau, l'amoxicilline, 50 mg par jour en 2 jours. Et puis en cas d'allergie, on peut penser à une céphalosporine orale. Dernier chapitre, ce sont les sinusites aiguës, également très souvent, mais n'est-ce pas, persistance d'une congestion nasale, on dit on va donner de l'antibiotique, ça va améliorer. Eh bien, il faut savoir que, de nouveau, il faut vraiment sélectionner les patients qui nécessitent une antibiotique, puisque seulement que 6 à 7% des enfants avec des symptômes d'IVRS persistants répondent réellement à la définition d'une sinusite. Alors, quelle est la définition d'une sinusite? Alors, certes, il faut une infection des voies respiratoires persistante, mais également un écoulement nasal de toute forme ou une tude diurne persistant depuis plus de 10 jours sans amélioration, ou alors une péjoration clinique avec un nouvel épuisement d'écoulement nasal, de toux, de fièvre, ou alors un début brutal avec fièvre, un écoulement nasal purulent, en plus donc de cet IVRS persistant. Et dans ce cas-là, effectivement, on peut prescrire un antibiotique. L'examen clinique seul, sans ces critères que je viens de vous rappeler sur la durée, sur la présentation, sont très peu spécifiques, c'est-à-dire l'érythème, l'œdème des fesses nasales, la percussion des sinus, franchement, c'est pas utile, la transillumination des sinus, à la fois, c'est difficile et peu fiable, et puis également, les cultures prédisent très peu l'étiologie. Le traitement, eh bien, de nouveau, il est beaucoup axé plutôt sur l'analgésie, notamment avec l'ibuprofène pour diminuer l'inflammation des muqueuses et permettre l'écoulement des sinus. Et puis, s'il faut réellement donner un antibiotique, on reste toujours un peu sur les mêmes, puisque les germes qui causent les otites sont un peu les mêmes que ceux qui causent la sinusite. Donc, on va rester plutôt sur de l'amoxicilline en traitement pendant 10 jours. En conclusion, donc, la bonne utilisation des antibiotiques est absolument impérative pour diminuer les coûts et améliorer la qualité des soins. L'excès d'antibiotiques, vous le savez, mais j'aime le rappeler, induit une augmentation des bactéries résistantes, une augmentation des effets indésirables et une augmentation des coûts de la santé. Donc, la rationalisation des antibiotiques passe par une bonne information aux parents, et je crois que c'est vraiment un travail que nous devons faire et ne pas nous laisser influencer par ce qu'ils avaient l'habitude de recevoir auparavant, l'application stricte de critères cliniques et parfois l'utilisation de TDR. Il existe donc bien sûr des recommandations internationales sur l'utilisation efficace des antibiotiques. Je vous en donne simplement la référence ou les références, il y en a 2 ici. Et puis, je vous remercie pour votre attention.